Première, Mario Rudil. Monsieur Mario, je suis très content de t'avoir. Salut Monsieur Justin, comment tu vas? Ça fait un petit moment qu'on discute, on est bien chauffé, on est dans le momentum et aujourd'hui on va parler de la fine limite qu'il y a entre montrer son travail sur internet et devenir créateur de contenu influenceur. Je pense que tu l'as vu passer de toute manière, ce petit micro DJI qu'on voit tout le temps dans les mains de tout le monde. Je pense que tu les vois, ces hooks, les gens qui l'ont dans la main. Je fais ces affreux hooks Et tu les avec fais. ce micro DJI. J'en fais partie évidemment. Je fais partie du problème. Et c'est un peu presque un phénomène social d'appartenance à un groupe qui fait que tant que tu as ce micro au bout des doigts, on va peut-être autant t'écouter qu'un influenceur qui va avoir des centaines de milliers d'abonnés. Il y a beaucoup de gens qui pensent que du coup, ils sont obligés de passer par cette étape pour être plus crédibles, pour avoir des clients, pour que son business fonctionne. C'est dingue que tu me dises ça, parce que encore hier... Alors attends, je peux sortir son... Parce que j'ai pas envie de dire... Tu dis des blazes? J'ai envie de dire un blaze. Est-ce qu'on est dans une vidéo où il va y avoir des blazes? Non, moi je dis tout le temps les blazes. Okay, j'en ai un peu rien à faire parce que je veux disparaître de cette industrie au plus vite. C'est dingue que tu dis ça, parce qu'hier, il y a Nada Africa. C'est la réalisatrice qui avait fait le clip de Freeze Rael de Freeze Corleone, le dessin animé, qui hier, pareil, m'avait contacté sur cette question du « je crois que je dois passer le cap de créer du contenu, mettre en avant mon taf ». Et pourtant, elle a un CV qui est ultra solide, mais ça rappelle presque un besoin différent. C'est même plus une question de trouver des clients, c'est une question d'approche, peut-être même de se sentir connecté. On en parlait tout à l'heure en off, mais c'est le côté on se sent seul, enfin on est seul, on est très seul dans notre processus, et des fois ça peut peut-être maintenir une illusion de se connecter aux autres. Mais avant de rentrer dans ça, il faut que tu te présentes. Il faut que tu me présentes un peu ton univers. C'est quoi ton métier là pour que les gens comprennent? Ok, donc moi, salut, moi c'est Mario, donc je suis réalisateur. Je réalise officieusement depuis que j'ai à peu près 13 ans et officiellement depuis que j'en ai 17. Donc j'ai commencé en 2017-2018 en faisant des faux clips de rap d'artistes que j'aimais bien. Ensuite, j'ai commencé à arrêter les études pour me lancer pleinement en alternant le McDonald's et des formations grâce à des bouquins genre le manuel du vidéaste de Ludoc. Classique, putain, quel classique. Et énormément de tutos grâce à la chaîne RVB, Rouge Vert Bleu. Ouais, Rouge, ah Vert Bleu. Waouh, putain, ouais, là tu sens des parasites. Ils ont arrêté là en plus. Ils ont arrêté, mais eux, c'est tout mon début de jeune adulte. Les parasites, c'est incroyable. C'était incroyable. L'effondrement, j'ai adoré moi perso. L'effondrement, c'était énorme. J'ai adoré. Et ça a fait office d'une formation pour moi. Les clips de rap, ça a été ma première école. J'ai clippé pour des affreux rappeurs, pour des super rappeurs, pour des gens qui m'ont respecté. C'était une école un peu à la dure. J'ai réalisé le Ground de Petite Sœur. J'ai réalisé là un clip pour Battlefield avec NASA il y a pas longtemps. Mais je travaille aussi avec des youtubeurs. J'avais fait une intro pour Raska, un clip pour Inoxtag. Et j'aspire à faire un jour des films pour le cinéma. Et du coup, j'ai pris un pari un peu osé, celui de m'incarner pleinement. Et donc aujourd'hui, je suis dans cette ligne fine de créateur, influx, talent. Ça a été quoi la raison principale de tiens, maintenant je vais commencer à me filmer face cam et je vais commencer à parler? Il y a une sorte de grande domestication dans l'adolescence, je trouve, et dans l'enfance, où tu sais, tes proches vont te définir qui tu es. Ah, Justin, c'est un garçon timide, ou c'est un garçon créatif. Tu vas te conforter dans cette idée-là. Et je sais que moi, mes parents, ils arrêtaient pas de dire que je parlais bien, que j'avais une aisance à l'oral qui devait être exploitée. Ils me disaient souvent le mot éloquent. Et à force qu'on te le dise, tu peux finir par y croire. Et je me suis toujours incarné comme ça. Enfin, je faisais du théâtre quand j'étais petit, j'adorais ça. Et j'ai vite commencé à avoir une limite par le fait que j'ai pas fait d'études. Ça veut dire que mon profil, je partais avec des points en moins. Pas de cercle artistique, aucun membre dans ma famille qui fait mon métier, mes parents qui même m'invitent à ne pas le faire et qui clairement, sur le coup, avaient arrêté de me parler quand j'ai annoncé ce que je voulais faire. J'avais l'impression de faire un coming out et qu'ils ne supportaient pas la direction que ça prenait. Terrible. Je me suis dit, je pars avec des points en moins. Et là, crois-le ou non, ça a été quoi le déclencheur? Ça a été Dupontel et Alain Chabat. Très simple. Dupontel, c'est un homme qui voulait être réalisateur. C'est un gars qui a appliqué une stratégie de devenir humoriste. Il a commencé Dupontel en étant humoriste, en faisant un sketch sur Rocky Balboa en mode Adrian, etc. On peut mettre un extrait si tu veux, je t'en enverrai. Et en se faisant connaître grâce à l'humour, il est devenu acteur. Et en devenant acteur, il a fini par devenir réalisateur. C'est-à-dire qu'il a accepté de prendre un canal différent pour atteindre son but final. Alain Chabat, présentateur télé. Après, on lui laisse une chronique, une rubrique. On lui fait les nuls. Il fait des sketchs. Après, il passe à acteur et enfin réalisateur. Et aujourd'hui, ça réalise des séries Astérix sur Netflix. C'est phénoménal, le parcours. Je trouve que Alain Chabat, c'est la mentalité qui peut t'apporter le plus loin. À l'époque, on s'enfermait, je pense, dans un rôle, dans une case. Tu m'arrêteras si je me trompe, mais parce qu'on avait le temps que de faire une seule profession. Maintenant, avec les outils, regarde, on en parlait tout à l'heure. Là, Justin, c'est toi qui as placé les caméras. Tu vas faire ton étalo. La prise son, c'est toi. Mettez-motion. Tu sais faire aussi de la 3D. Tu sais gérer une prod maintenant sur tes vidéos YouTube. On t'empêche moins, il y a plus de temps. Ça peut aussi avoir un côté pervers parce que maintenant, on a l'impression qu'on attend maintenant de tout le monde qu'on fasse plus. Que tout le monde soit capable de faire tout ça. C'est ça. Mais pour un esprit ouvert et qui apprécie la créativité dans toutes ses formes, s'exprimer directement, c'est mal connoté à cause des influenceurs peut-être plus généralistes ou plus lifestyle. Mais quand il s'agit de parler de son travail, en fait, c'est l'équivalent d'une conférence. C'est une conférence sur Internet. Tu t'adresses à tout le monde, en fait. Et il y a du coup aucun moment tu as ressenti une espèce de pression sociale de te dire « Ah, je dois faire un peu comme les autres », ceux qui ont commencé du coup à parler devant la cam. C'est l'inverse. Toi, c'est l'inverse, ok. J'ai la pression sociale de pas le faire
Ok, parce que on en parlera, mais ça peut être mal vu, Grave. mal connoté par des gens de notre milieu. grave. Mais je remercierai jamais mes amis assez pour ça, mais j'ai des gens, justement mes amis qui me font sentir le plus moi et le plus en sécurité. Ils me disaient mais moi je comprends pas pourquoi tu le fais pas plus. J'ai même des potes qui sont des gens assez durs. À l'époque c'est un groupe de rappeurs qui s'appelait Hexagone, qui venait de Lyon. C'était les premiers à me dire mais toi je comprends même pas pourquoi t'es pas youtubeur. Bah on en parlera peut-être plus tard si tu veux, mais je pourrais le redire comme tel, mais c'est un vrai point qui est intéressant. Il y a des gens de mon milieu qui m'ont déjà dit moi je t'adore dans le privé, mais tu m'insupportes quand tu fais ton youtubeur Quand un tu peu. fais ton youtubeur, ton influenceur. Et ouais. ils m'ont dit voilà moi j'aime pas cette part de enfin c'est pas le vrai toi pour moi. Et en fait ce qui est fou c'est que peut-être que le vrai moi il se cache dans ces moments-là. C'est-à-dire que ce moment de terrain de jeu où je suis en mode hey hyper enthousiaste genre les gars voilà ça c'est moi. En fait c'est une part de moi que j'afficherai pas trop avec des collègues de travail justement. Et c'est pas tout le monde qui a réussi à me le faire jaillir ce truc. Si je m'écoute, mon amusement profond, il vient de ces moments-là. Quand je fais des live Twitch avec mon coloc, Ouais. j'adore. Ouais, je vois que tu kiffes. Comme là, c'est cool, ça fait déjà plusieurs fois qu'on se voit, toi et moi, donc je me sens à l'aise, puis on a eu le temps de parler. T'es pas venu en mode on fait une interview directe, ça fait déjà quelques heures que t'es ici. J'en ai besoin, mec. Ça En me vrai, rend- pareil. Est-ce que du coup, tu as des cas concrets, 100% sûr, que tu as des clients qui viennent de ton Instagram? Est-ce que tu as un cas concret qui vient Parce que du coup, là, la question un peu de la vidéo, c'est est-ce que ça a une plus-value de parler devant la caméra? Est-ce qu'il faut juste poster son travail? Et du coup, est-ce que tu as des cas concrets de les réseaux sociaux, sans eux, j'aurais pas eu ce client? Absolument. En fait, les réseaux, ils m'ont apporté ma stabilité financière, mec. Tout simplement. À l'époque, je fais un des premiers gros clips, c'était pour le 1 million d'abonnés du règlement. Je l'ai vu, je me rappelle. Il y a l'UJPK qui apparaissait dans Spider Z. Dans le resto, et il fait le face reveal, mais c'est pas lui. Exactement. Et bah, c'était mon premier gros clip. Et à l'époque, j'ai eu la bonne idée, je pense, de communiquer dessus. C'est-à-dire faire un making-of, genre voilà comment on a fait ça avec des briques et des brocs, des bouts de ficelle, et on a réussi à obtenir ce résultat. Et cette crédibilité, en fait, m'a attiré énormément de clients, déjà dans le milieu du rap. Et ensuite, je voulais faire les clips à tout prix de la Zizi Kaka mixtape. Bon, déjà dit comme ça, c'est pas très G, désolé, mais c'était la Chronomusique, Renard et Pandrez. J'avais beaucoup insisté auprès du règlement pour le faire, et je pense que voir les making-of, voir le processus, ils se sont dit, en fait, ça a envoyé un signal. Il faut savoir qu'est-ce qu'on vient chercher quand on se positionne comme ça. Je pense que t'en sais quelque chose. Moi, c'était le côté, regardez, je viens pas d'une école, mais je me débrouille. C'était le signal que je voulais à tout prix envoyer, c'est j'en veux, les gars. J'ai faim, j'ai la dalle, je sais me débrouiller et je suis créatif. Genre, venez me chercher. J'ai eu les clips de la Zizi Kaka mixtape grâce à ça. Et ensuite, ces clips-là m'ont amené Inoxtag. Ça veut dire que je me rappellerai toujours. Ouais. C'est mon backstage du clip de Al Capote. On peut faire des petites pauses où je te... Ah ben grave, bien sûr. Comme ça, je te sors les stats. C'est marrant parce que quand tu sors ça m'a rapporté Inoxtag. On peut déjà rentrer on en reparlera tout à l'heure, mais il y a déjà des gens que ça peut faire tiquer. Ah ouais, en mode, pour lui, c'est ça son accomplissement personnel. J'y viens. Tu vois, mais c'est très intéressant ce que tu dis. La vidéo a bien marché, elle a fait 242 000 vues. Donc à l'époque sur TikTok, pour moi c'était énorme parce que moi je sortais de nulle part. Ça faisait quelques temps que j'étais un peu en freelance, c'était ma première année de freelance. Et donc je crois que les équipes d'Inoxtag, donc c'est Basile Mono, tombent sur ce TikTok. Ouais. Et se dit ok, ce gars est débrouillard. Donc Basile Mono, c'est le réal des clips de Tiakola et le mec qui fait la DA de Inoxtag, qui a réalisé Kaizen. Et donc il est venu me chercher et il me dit écoute c'est simple, voilà on a tant de budget, on veut faire un bilan de l'année et on a vu ton côté débrouillard, on aimerait te rencontrer et confirmer si c'est toi qu'on prend. Moi à l'époque j'avoue je suis pas du tout intéressé par la nouvelle scène de youtubeurs, ni par ceux qui sont des joueurs Fortnite. Je rencontre un humain qui est formidable, c'est un des mecs qui m'a le plus respecté. Et pareil, le backstage de ce truc m'a mené un autre projet. Et surtout, c'est ça qui est dingue, le backstage du clip Dans la zone d'Inoxtag m'a fait rencontrer une agence qui s'appelle Dir. Et c'est cette agence qui m'a créé un contrat de freelance. Donc on a fait un forfait de freelance, 8 jours dans le mois, où j'étais payé 3 000 €. Et en gros, ça m'a tenu pendant 3 ans. Le backstage d'Inoxtag m'a permis de montrer que je maîtrisais les codes TikTok. Et du coup, ils m'ont fait rentrer dans le truc qui est un des trucs les plus durs à rentrer, en tout cas pour le début, le corpo. Ils me disaient, écoute, si t'es chaud, tu fais des clips artistiques et tes projets à côté, et nous, on te garantit une sécurité financière avec des clients constants. Absolument, trop bien. Sans TikTok, ça n'existe pas. Mais je me suis dit, attention, il faut pas que je m'enferme, il faut que je continue de communiquer sur ce que je fais pour attirer les autres clients artistiques. Ça rassure, en fait, énormément. Et je suis pas du tout déçu parce que pour l'instant, la trajectoire, elle m'a fait rencontrer des gens un peu comme moi, que ce soit des personnes comme toi. Je pense que sans cette prise de parole, je suis pas invité au Grand Rex, à l'Editing Con pour parler. Et surtout, on oublie un point le plus important, et je vais vraiment le souligner celui-là. C'est pas que le plaisir de s'exposer, d'être influent ou quoi, mais les jeunes comme moi, ils ont eu besoin d'un carnet. C'est-à-dire que pour se lancer dans la vidéo, par mimétisme, pour croire que c'était possible de le faire sans études, il fallait des visages. C'est trop intéressant. Et c'est là que les mecs comme RVB étaient essentiels pour moi, les Américains que tu m'avais cités. Ces mecs-là, c'est pas la question de est-ce qu'ils font de l'art hyper prestigieux, du bon art, c'est sans les Atoms, sans tous ces mecs-là, j'existe pas. Ces gens-là, ils m'ont donné un truc que mes parents n'ont pas su me donner, c'est la foi. La foi que c'était possible. Les gens, ils le voient pas ça parce que c'est moi et mes rapports aux messages, mais je reçois quasiment tous les jours un message qui est soit une demande de stage, soit un message qui dit « Mec, merci,
parce que voilà, moi je viens d'une petite ville, j'ai pas fait d'études, j'ai aucun parent dans le milieu. Aucun moyen de rêver là-bas, dans cette Et petite quand je te ville. vois et que tu donnes tes tips ou tes formats et tout, ça me donne l'impression pendant l'espace d'un instant que c'est possible. Je pense que le métier d'influenceur, il gêne quand tu t'adresses à tes compères. Exactement, on va y venir, j'ai grave des questions là-dessus. Vas-y, mon gars, transition. Déjà, avant ça, est-ce que parfois, quand tu crées du coup des vidéos comme ça, tu te dis pas des fois quand même, tiens, j'ai passé quand même beaucoup plus de temps à créer un TikTok et à parler qu'à vraiment taffer sur des prods, ou est-ce que tu as un super équilibre en mode, là, il y a des temps pour travailler et il y a des temps pour faire le mariole devant la cam? En vrai, j'ai un super équilibre. C'est-à-dire que justement, ça m'a toujours semblé évident que le projet principal prédomine sur ça. Ça, c'est un bonus. Si on regarde mon Insta, je le fais pas pour chaque projet. C'est pas systématique. Et souvent, je fais quelque chose, c'est que moi, j'ai un petit secret de fabrique pour mes tournages, pour me sentir à l'aise. Quand un projet me met trop la pression, je ramène des potes. C'est-à-dire que le clip d'Inoxtag, à l'époque, en figurant, j'avais mis tous mes potes. T'es pas obligé d'affronter ton client seul. J'ai plus envie de ça. Battlefield, c'est pareil, j'ai ramené mon pote Raph, qui est mon styliste. Il est venu pour rien, et comment je l'ai fait missionner, comment je l'ai fait ramener, alors qu'ils ont pas droit à la jouer, je leur dis, c'est mes gars qui font mes backstage. Je leur donne un iPhone. Et je leur dis, filme-moi un peu en action, c'est tout ce que je te demande. Moi, j'ai pas à me concentrer sur ça. Je fais pas de partie interview sur les tournages. Ça, j'avoue, c'est ma limite. Ça n'engage que moi, mais moi, je me trouve cringe quand je le fais. Salut, aujourd'hui, on est sur le tournage de machin. Alors, ah ouais, non, ça même moi, je peux pas. En fait, ça me sort. Même devant mon client, j'ai l'impression que ça pourrait donner l'impression que je suis concentré. T'es plus focus sur le fait de faire ça sur mon contenu. Alors que tu dois te concentrer sur la prod là quand même. C'est ça. Et même maintenant, j'ai trouvé un autre format. Je me prends même plus la peine de faire yo. Avant, mes potes, ils se foutaient de ma gueule. Ah ouais. Ça, c'est un vrai truc, j'oublierai jamais. Mes potes lyonnais à l'époque, dès qu'ils me voyaient, ils faisaient j'ai réalisé. Parce que. Mais ça, c'est le classique. C'est comme moi, genre, j'ai animé 20 logos. Ouais, mes potes, ils me vannent tout le temps. Léo Duff, je le vanne tout le temps avec ça. Je fais, c'est pas juste un appareil, c'est une liberté. Et genre, je le fais tout le temps, mais parce que c'est le gimmick. T'as vu le TikTok du mec qui imite Léo Duff? Il est trop fort. C'est incroyable. Mon meilleur ami, c'est un mec qui s'appelle Antonin Archer, et c'est un gars, c'est mon mentor. C'est le mec, dès que je doute sur moi, je lui pose une question, et son avis importe 10 fois plus que les autres. Et j'en ai parlé de ça, j'ai dit, mais t'en penses quoi que mes potes se foutent de ma gueule, ça me travaille. Il m'avait dit, gros, ça veut dire que tu es caricaturable, ça veut dire que tu as quelque chose. T'as une identité, il y a un truc qui est en train de se créer. On se rappelle de toi, genre. Et donc, j'ai réalisé. Ça, j'avais besoin de le faire au début, parce qu'on ne connaissait pas. Exactement. Maintenant, j'ai trouvé un nouveau format. Par exemple, sur Wigo, le clip qu'on a fait avec Edge et Swing, qui était un truc donc pour Wigo, j'ai juste fait une vidéo un peu mood. Ça veut dire que ça commence sur mode on met un rail dans un train, et après, que de la vibe, que des cuts, la musique en fond. Moi, je me dis toujours, le minimum quand tu suis un réel sur les réseaux, ou un mec qui fait du motion, c'est que quand il a un carrousel et que tu slides, c'est de voir comment il a fait. Enfin, pour moi, c'est le minimum. Ouais, bien sûr. Et sur ta période, j'ai réalisé. J'ai réalisé. Sur cette période-là, du coup, tu commences à faire des vues. Enfin, l'argument des gens qui trouvent que les réseaux servent à rien, c'est qu'ils vont dire que, en gros, les vues que tu as sur ce genre de vidéos, c'est du divertissement, c'est des spectateurs qui ne vont pas t'apporter d'argent. En gros, c'est des mecs qui tombent dessus, ils trouvent ça cool, ils like, ils lâchent un petit commentaire, ils te vannent, ou alors ils disent trop cool ton taf, mais c'est pas tes clients, quoi. C'est presque de la branlette entre nous, tu vois. Une sorte de complaisance c'est ça, mutuelle. Du même milieu. Mais est-ce que à la limite, il y a peut-être un frérot du même métier que toi qui va tomber sur toi et qui va penser à toi pour un autre projet? Adrien Lagier, qui est un réalisateur dont j'admirais énormément le travail à l'époque. C'est des gens qui ont un univers très court-métragé, très dynamique. Que moi, ça me parlait beaucoup pour mon esprit un peu hyperactif qui n'arrive pas à se poser. Ça commence toujours par un peu un entourage commun. Je sais qu'on était à une ou deux personnes de se connaître, on se connaissait pas vraiment. Et en fait, il a vu que je maîtrisais le jeu des réseaux. C'est un truc qui l'intéressait. Et il m'a dit, écoute, j'ai une annonce à faire pour Gazo. Et il m'a dit, voilà, est-ce que t'es chaud, tu maîtrises, c'est du format vertical. En fait, ça m'a permis de montrer que j'étais ce jeune de Gen Z qui savait y faire. Et puis, on va pas se mentir, malheureusement. Je trouve que dire les chiffres, on s'en fout. C'est vrai sur un plan moral, sur un plan éthique, on s'en fout. Ça ne définit pas la valeur d'un homme. Mais puisque le grand public a décidé que ça valait quelque chose les abonnés, on ne peut pas faire semblant aujourd'hui que si, ça joue. On en parlait avec Jim, un pote à moi d'une boîte de prod. Il me disait, c'est vrai que ton profil, quand je le présente à des clients, le fait qu'on arrive sur ton compte, qui a marqué 30 000 abonnés, tout de suite, il y a une sorte de crédibilité qui s'installe. C'est-à-dire, c'est terrible. C'est un aveu d'échec de certains trucs. Mais attention, c'est pas valable pour tout le monde. Non, je connais un tas de réals qui ont 2000 abonnés, et c'est des mecs qui sont bien plus chauds que moi. Ouais, bien sûr. Non, mais ça, c'est sûr. Et c'est les G, et des fois, le travail... Ça, c'est sûr. Moi, j'ai 100 000 abonnés. Il y a des motion designers qui ont 600 abonnés. Ils me mettent une vitesse, mais ça ne définit pas. Mais, en fait, c'est vrai qu'un client, il peut être rassuré, se dire... C'est pour ça que moi, je suis partisan le travail doit suivre mon nombre d'abonnés. C'est un peu bizarre, mais je veux que mon nombre d'abonnés ne déçoive, ne soit pas un artifice. J'avance pas avec une jambe de bois. Je suis solide sur mes appuis, je connais mes compétences. J'ai essayé de ne jamais prendre mon public pour des cons. Des fois, forcément, c'est le jeu. Il y a des moments où j'ai dû être moins sincère, ou dans un engrenage un peu populaire ou quoi. Mais j'essaye au maximum. C'est là où je culpabiliserais moins qu'un influenceur lambda. Je sais pas si ça te le fait aussi. C'est que, y a pas la question de est-ce que c'est un vrai métier. J'ai un métier à côté. Je suis pas influenceur. C'est pas du tout mon corps de métier, et c'est pour ça que je peux peut-être me permettre d'être plus tatillon.
Comme un youtubeur qui aurait encore un CDI à côté. Je fais mon influenceur quand je veux. C'est pas une nécessité. Je sais pas toi où t'en es justement avec ça, mais moi j'ai l'impression que tu... Moi, j'essaye justement de pas rentrer dans le schéma du youtubeur parce que ça me fait peur. Je le dis tout le temps, c'est que si je n'ai rien à raconter, enfin, comment je vais faire des vidéos YouTube, c'est ce qui nourrit mes vidéos YouTube, c'est ce que je vis au quotidien, c'est mon métier, c'est les clients que je rencontre, c'est des problématiques que je rencontre. Ça me donne des idées de vidéos ensuite. Ça m'aura apporté des skills que je ne regretterai jamais. Grave. J'en ai conscience, je ferai pas une sorte de fausse humilité. Je sais que quand je vais à une conférence, je prendrai toujours le retour qu'on me dit que je parle bien. Je le sais. Ça vient en partie de là. J'ai abandonné le j'ai réalisé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils peuvent plus se foutre de ma gueule. J'ai plus de ton. Je fais pas tout a commencé. Ouais. Ça, c'est fini. J'ai plus besoin de parler comme ça. L'histoire de cette banque braquée. Ah ouais. J'aime les gens qui s'expriment bien. J'aime quand c'est fluide. C'est pour ça que j'aime bien tes vidéos aussi. Il y a un petit côté cocooning réconfortant. Sauce-moi, vas-y. Ça va tout droit. Ouais, vas-y, on est dans une complaisance de fou. Vas-y. C'est ce que j'apprécie chez un Léo Duff aussi. Ça glisse. On est le produit de notre environnement et de ce qu'on consomme, pour moi. Et j'ai pas envie de faire consommer n'importe quoi. Chaque échelle d'influence a une part de responsabilité. Et on peut pas jouer la carte du « Oh, mais moi, j'ai juste fait ça comme ça. » Je fais ce que je veux, je fais mon petit truc dans mon coin. En vrai, oui, tu fais ce que tu veux et tu fais ton petit truc dans ton coin, mais t'es regardé par des centaines de milliers de personnes, donc automatiquement, il y a des gens qui vont faire comme toi. Exactement. Ou alors qui vont se dire « Putain, c'est cool ça ». Que tu le veuilles ou non, t'as une responsabilité. Après, c'est là où ton curseur moral, il se place. J'avais fait une vidéo à l'époque un peu rageux où j'étais en mode « Ah, les clips de rap m'ennuient. Je vais t'inspirer de Laurent Grenier. » Et putain, d'ailleurs, c'est un des trucs qui m'a fait te découvrir. Tu sais, je t'avais déjà raconté. Putain, c'est vrai. Il y a un mec qui a tweeté, il a cité ton tweet, et il a dit « Justin Buisson a créé des monstres ». Et là, j'ai pas compris. Et genre, en fait... Ah, mais tu m'avais dit à l'époque, c'est vrai. Et en fait, ce que je pense qu'il voulait dire par là, c'est déjà le côté blanc de base, moustache. Ça, je pense que c'est le truc... Nous sommes ces gens. Et aussi ce truc de commencer à parler à la caméra, influx graphiste. Et je pense que ça, de toute façon, c'est Twitter, on commence à connaître. J'ai aucune prétention d'avoir le bon goût, mais je me dis, se statuer à un standard de qualité, je trouve que c'est toujours un drame pour un milieu artistique ou créatif. Si ça vous énerve ou que ça vous pique, c'est que je touche un point qui est vrai. Oui. Ça devrait pas vous faire réagir comme ça. Sûr. Et qui de plus légitime pour parler de qu'est-ce qu'on pense des clips que quelqu'un qui en fait? C'est pour ça que Joueur du Grenier, quand il s'exprime en disant YouTube m'ennuie, gars, c'est un vieux de la vieille. Il est là depuis 2008-2009. Évidemment que son avis compte pour moi. Il a grandi avec YouTube. Tweet cité de ce que tu viens de dire. Le mec réal des trucs pour Inoxtag, 3 petits points. Tu vois? On m'avait dit ça, c'est vrai, tu as raison. raison. Mec, c'est exactement la mentalité des mecs qui ne font rien de leur putain de vie, mec. Surtout que Inoxtag, ça a été du taf de zinzin. Et le mec, on l'a réfléchi en amont, c'est un projet à 30 000 €. On a fait énormément de taf dessus, ça a été faramineux. Mais tu sais quoi, c'est dingue, tu te rappelles de tweet, il a raison, ça avait dit Ok, Bozo réalise des clips pour Inoxtag. Mais tu sais que là, j'ai inventé le tweet, je savais même pas qu'il existait. Ah, il existe. Ah, bah il existe. On m'a littéralement, et sur cette vidéo, on m'a dit. Je savais pas, mec. En fait, on appelle ça, il y a argument d'homme de paille et du sophisme. C'est des techniques de manipulation en politique. En gros, il faut décrédibiliser mon discours qui se veut crédible. En mode, lui, il est crédible pour critiquer les clips. Et il a fait un clip pour Inoxtag, fin de la vanne. Ouais, voilà. Et vu que Twitter, c'est de la consommation rapide, il parle de faire des meilleurs clips et il fait un clip pour Inoxtag. Contradiction, c'est pas possible. Du coup, son discours est faussé. Ouais. Donc je ne peux pas écouter ce qu'il a à dire. Alors maintenant, voilà, j'ai fait quoi? J'ai fait du underground, j'ai fait du Petite Sœur. Mais oui, mais j'ai aussi fait des clips. J'ai fait un clip pour Michou. Alors quoi? J'adore. En vrai, j'adore. C'est les extrêmes opposés. C'est les extrêmes opposés. C'est trop drôle. Et alors? Et moi, c'est ça que j'aime avec Alain Chabat. Alain Chabat, il peut toucher à tout. C'est ça, je veux être cette mentalité, je veux être cette personne-là. Mainstream, ça n'est pas un gros mot, c'est même un fabricant à rêves. Et chaque personne qui a accédé un jour à de l'underground ou à des rêves nichés s'est fait ouvrir par du mainstream. C'est la base. Votre imaginaire a été créé par Tim Burton, par Disney, pour la plupart des gens en tout cas. Désolé pour toi si t'as grandi avec le cuirassé Potemkin, j'en sais rien. Mais j'aime pas la pédance dans l'art. Et en plus, souvent, le mainstream va récupérer de l'underground pour le diluer, certes. C'est grâce au mainstream que l'underground, ça marche, et inversement. C'est pas toujours exact. Il y a clairement des contre-exemples à ce qu'on vient de dire là. Voilà, il y en a 100%. Plein. Être hater de mainstream par principe, c'est vraiment pour moi être complètement con en vrai. C'est un besoin de supériorité. C'est un peu ce que je reprochais à des gens. Moi, je connais des clips à 2000 vues et toi, tu regardes ça. En gros, c'est un peu ce truc. Ouais. De toute façon, dès que t'as besoin de rabaisser l'autre pour t'élever dans un débat, en général, c'est que t'es pas du bon côté de la balance. Je respecte énormément les gens qui ont beaucoup d'amour pour des licences. Je les invite à être plus curieux. Moi, j'essaie d'expliquer ma sensibilité à pourquoi je me suis ouvert à des artistes plus niches. Je vais pas commencer à dire que mes artistes niches, ils bouffent ton rappeur mainstream. Ou tes vidéos mainstream. Et c'est pas parce que t'es pas connu et super fort que tu vaux mieux que lui qui est connu et fort. Ça, c'est le discours nuancé. Mais parfois, ça fait plaisir de lâcher des petits pics. Tu vois, je peux comprendre, tu vois, de temps en temps, ce truc du lui, il mange lui. T'es un joueur de Rocket League, c'est pour ça que t'es dans ça. Et donc, on l'a vu, donc, tes réseaux, ça t'a clairement apporté tes clients ou alors même des contacts réels. Et à l'inverse, est-ce que, parce que moi, je le vois dans mon métier, est-ce que ce truc réel influe, ça t'a un petit peu, voilà, les gens, ils te voient, ils disent, putain, c'est devenu un peu un bouffon, lui, en fait. Ouais.
Ouais, je l'ai déjà eu ce commentaire. Ça fait pas du bien. On pourra dire ce qu'on veut, ça touche. Enfin, ça touche, ça fait des années que j'ai beaucoup sacrifié pour ce que je fais. Et c'est dur de voir que la crédibilité des gens, elle se perd aussi facilement qu'elle se gagne. Mais quelque part, il y a une belle leçon d'humilité. C'est jamais complètement acquis. Mais je sais qu'il y a des choses assez étonnantes, et même au sein de mon propre groupe. Je sais que pour beaucoup de gens du milieu, peut-être que même des amis, j'ai déjà eu des échos, je passe un peu pour un bouffon. Et je sais qu'il y a un commentaire, moi, qui m'a fait déjà mal, et j'ai cru comprendre que ça venait de quelqu'un de mon entourage qui me l'a pas forcément dit à moi. C'est pas grave, on n'est pas dans une telenovela espagnole à créer des dramas, mais qui avait dit qu'en gros, mes présences dans les lives de Yanis, le fait de montrer tous les insides, Ça enlève du lore. Ouais. ça réduisait l'aura de la profession. Big Flo, Oli qui vont dans des vidéos YouTube. Exemple, ça réduit leur aura de rappeur sérieux qui se prend au sérieux avec une DA. Surtout avec la DA de Karma, etc. Voilà. SCH qui vient dans les vidéos de Squeezie, c'est une critique qu'on lui avait fait, genre on avait appelé ça la julification de SCH, parce qu'il s'était exprimé, ou SDM qui apparaît dans les vidéos de Squeezie, qui a une DA très sombre et tout. Mais en fait, je crois que vous vous rendez pas compte à quel point c'est un fardeau de devoir être cool. Moi, mon cauchemar pour moi dans la vie, c'est être Laylo. Laylo, je pense que c'est insupportable d'être De Laylo. fou. Il doit être tout le temps cool. Ouais. Tout le temps, il doit être tout le temps stylé. Et finalement, c'est là que j'envie les positions à la Orelsan, qui sont beaucoup plus critiquées. Ouais. Voilà, mon dieu des blancs. Cette flexibilité, pour moi, elle est hyper importante. Bien sûr. Je pense que quand on fait un film, on n'est pas là pour faire un film pour les 2-3 réalisateurs du fond. Ouais. Quand tu fais un UX, t'es pas là pour toucher tes potes designers ou j'en sais rien. Je pense que t'es là pour... À la base, c'est pour les gens. Une bonne DA pour un festival ou un truc ou une bonne animation, bah, c'est pour les gens. De toute façon, ça, je l'ai remarqué quand j'ai commencé à sortir de mes vidéos qui étaient au tout début beaucoup plus axées tuto technique. En fait, dans mes vidéos, on voyait 10 minutes d'After Effects. Aujourd'hui, on n'en voit plus que 20 secondes. Oui, c'est Et vrai. en fait, j'ai perdu mon public du début. On en revient dans ce débat éternel de, vu qu'il se mainstreamise, il est moins intéressant, il est moins niche. Et je l'ai vraiment senti, ce changement de communauté. Il y a un moment, j'ai switché dans ma façon de faire des vidéos. On ne voyait plus moi en train de créer sur le logiciel. On voyait une histoire racontée jusqu'à l'animation finale. J'ai perdu les 3 du fond, qui m'aimaient bien. Et j'ai gagné des centaines de milliers de personnes qui aiment regarder des histoires, qui aiment voir des créations, mais expliquées de manière un petit peu plus abordable. Et toi, pareil dans ta profession, du coup, c'est un truc quoi qui t'atteint aussi quand t'as déjà dû en parler avec les autres, mais Passer pour un bouffon? ouais. Tu le sens, toi? Je sens qu'on me prend pas autant au sérieux. Les gens se rendent jamais compte de la dose de taf qu'une fois qu'ils le font eux-mêmes. En gros, vu que mes prods, c'est genre ma chaîne YouTube, ça peut paraître clownesque pour certains. On se rend pas compte de comment c'est dur, en fait, de faire C'est ça. super dur. Mon coloc, il me le dit tout le temps, parce que des fois, je le regarde et je lui fais est-ce que je suis un bouffon, mec? Vraiment, des fois, je lui dis ma dernière vidéo, t'as trouvé que ça faisait un peu miskin, un peu pas ouf? Il me dit gros, tout ce que je sais, c'est que c'est une mentalité de bouffon de penser justement à se brider. Ok, ouais. Et il m'a dit on va jamais loin en pensant comme ça. Ouais, c'est vrai. À vouloir à tout prix rester des gens cool, une fois que ton truc qui te rendait cool te rend plus cool, t'auras rien développé à côté, mec, pour te raccrocher. Ok, maintenant, on va rentrer dans un scénario. Ok. Les réseaux sociaux n'ont jamais fonctionné pour toi. Tu es à 600 abonnés. Tes vidéos que tu fais, j'ai réalisé, n'ont fait aucune vue, ou alors 300 vues. C'est quoi ton plan B si les réseaux sociaux n'avaient pas pris? Le culot, je pense. Mais je l'ai un peu fait, ça même avec les réseaux sociaux. Ça, c'est vrai que les gens le voient moins, mais c'est un truc que j'ai quand même déjà fait. Genre l'artiste Dimé, c'est un mec que j'étais venu voir en fin de concert, c'est un mec dont j'étais très fan quand j'étais petit. J'adore. Et je suis venu le voir et je lui ai dit, full bullshit, j'ai fait. T'as Oui, bluffé. alors j'appartiens à la chaîne YouTube Le Règlement. Pas du tout. Voilà, désolé si la personne du règlement l'apprend. Je lui ai dit, voilà, je fais partie des équipes un peu, je suis un peu le réal, pas du tout. Et je dis, voilà, je fais une mixtape, j'aimerais que t'apparaisses dedans et tout. Et en fait, il a entendu le règlement et il s'est dit, ah ouais, donc il a eu l'intérêt pour moi, on a parlé. Après, il a compris que j'avais un peu bullshit, mais il a aimé l'approche, on a parlé. Aujourd'hui, Dimé, il a fait la première mixtape avec moi, il a fait la deuxième, il a fait La Cigale. Aujourd'hui, il porte ma veste, on a fait 3 clips ensemble. J'en suis hyper content, je l'aurais jamais eu sinon. Et donc toi, t'es un homme du terrain. T'irais voir après un concert directement, t'essaierais de trouver un accès pour avoir large. Ouais. On avait fait ça avec Orelsan là récemment, ça n'a rien donné, donc comme quoi ça marche pas tout le temps. Mais je voulais absolument lui réaliser une live session. J'ai vu qu'il avait bien aimé l'album, bon maintenant c'est un peu mal vieilli de dire ça, mais l'album de Pretty Tall Corpse, il avait kiffé le Couronne de Petite Sœur. Et moi je m'étais mis en tête de faire une live session pour Orelsan. Bon, ça n'a rien donné, mais j'ai réussi à obtenir, grâce à mon pote Gaël, j'ai réussi à obtenir l'étape d'être avec lui en loge et à lui parler. Alors il m'a dit qu'il était débordé, qu'il aurait pas le temps, mais j'étais content. Mon culot a fonctionné, quoi. Parce qu'en fait, ce qui est dingue, c'est que alors, la société, il a sorti le mot société, c'est bon. ER. Non, sociétaire. La société, en fait, nous pousse à prendre le moins de risques possible, mais c'est aussi ce qu'elle récompense le plus. On va dire que le niveau général médian de tout ça, c'est d'en prendre le moins possible.
de ne pas trop s'afficher. Et d'ailleurs, je vais venir sur ce point, je ne l'ai pas abordé. La plupart de mes potes réels qui ont critiqué mon aspect incarné sont des gens qui, au fond, voulaient s'incarner. Et ont même, pour la plupart, fini par le faire. J'étais le premier à dire que TikTok, c'était de la merde, que je boycottais, que moi, j'irais jamais sur Musical.ly quand ça s'appelait Musical.ly à l'époque. À l'époque, ouais. Aujourd'hui, j'ai un compte TikTok. Fin de la blague. Ok, du coup, de ce que j'entends là, t'as quand même pas tant de plan B, au final. S'il n'y avait pas eu de réseau... Concert, aller à la fin des concerts, Ok. aller aux events. Ouais. Je suis le genre de mec, je pense, si je croise un tournage dans la rue, je vais parler aux équipes techniques. Ok. Excusez-moi, c'est quoi votre contact et tout? J'appelle, mais c'est le max. Donc oui, les réseaux, c'était... Mais d'ailleurs, je pense que ça marchait pour ça aussi. Je sais que le fait que je n'ai pas eu de plan B, c'est triste à dire, mais ça a beaucoup participé au fait que ça marche. J'ai mis une énergie que peu de mes potes ont mise dans mon projet. J'ai beaucoup de potes qui se rattachaient à des études, à un... Ouais, mais si le rap, ça marche pas, si machin... Mais moi, c'était même pas une option. J'ai rien, moi. Je peux pas aller en études. J'ai juste un bac. Et j'ai 24 ans. Et j'aurais pas envie de reprendre des études à 25, 26, j'avoue. Je comprends. Et j'aime pas les études. Du coup, des Mario Roudil, en vrai, ça court pas les rues, les Mario Roudil. Du Je coup, sais pas. Si, je sais pas. Je sais pas ce que c'est un Mario Roudil en vrai de vrai. C'est quoi pour toi un Mario Roudil? un Mario Roudil, bah, c'est quelqu'un qui se donne les moyens de réussir quoi qu'il arrive, qui est prêt à faire des sacrifices pour arriver à son résultat, des choses que plein de gens ne feraient pas. Bah c'est gentil, ça me touche. Ça vraiment, ça m'honore que tu vois le truc comme ça. Et le truc, c'est qu'il y en a plein, des gens qui sont, comme tu dis, dans la non-prise de risque. Et en vrai, est-ce que du coup, tu leur conseilles de commencer à faire des vidéos, à créer du Il contenu y en a sur pas les beaucoup des réseaux? Justin Buisson non plus. Hein. La probabilité que ça marche, qu'un Justin Buisson fonctionne sur YouTube, en vrai, elle était faible quand même. Et je pense que t'es le genre de gars, et moi je m'estime être dans la même case, quand t'as fait quelque chose qui était caca, où le résultat il était pas à la hauteur, t'as recadré le tir, t'as ajusté 3 pas et t'as refait un tir. C'est comme au bowling. Le problème c'est qu'il y a plein de gens qui ne le font pas ça. Il s'arrête au premier tir. Ouais. Il a pas fonctionné, ah ça veut dire que ouais, c'est pas pour moi. Ils en font un deuxième mais quasiment dans le même axe. Ouais, c'est ça. Ils vont refaire le même tir et ils se disent bah ça C'est marche la pas. métaphore que tu donnes pour les vidéos. Sur un reel qui prend pas, le deuxième prend pas, c'est de la perte de temps. Change l'angle. Alberto, là où il a été très fort dans son hooking et dans le fait de... Faut pas chercher à faire comme Alberto, faut chercher à trouver la même liberté qu'Alberto. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une recherche de paix. C'est-à-dire, c'est quoi le format qui t'enjaille? Si tu commences à te dire, ah, faut que je sorte ma caméra, ça, c'est mort. En fait, tu te coupes de ta sincérité, tu te coupes de l'audimat, tu te coupes des gens, et pour moi, ça, c'est l'erreur fondamentale. Alberto, il s'est dit, et si je le racontais comme un enfant de 8 ans? C'est drôle. Oui. Oui, j'adore. Tu conseilles ou tu conseilles pas du coup? De quoi? De poster des vidéos. De se lancer dans la création de contenu pour promouvoir son travail, pas forcément pour devenir influenceur. Tout le monde devrait s'y essayer. Ok, essayez. Tout le monde. En fait, c'est comme tout, tu as besoin de tester une limite. Ça se trouve, ça va être une révélation et tu vas adorer. Ça se trouve, tu vas détester, mais au moins, tu pourras parler en connaissance de cause. Tu le disais toi-même tout à l'heure, les gens, ils ne se rendent compte du travail que par eux-mêmes quand ils le font. Ben oui, ils vont se rendre compte que poser une caméra, parler devant la cam, bégayer une première fois, ils vont se rendre compte de la vraie vie. C'est tu vois. pas simple. Tout le monde devrait le faire. Bon mec, c'était une super conversation. J'ai adoré les takes. Je pense qu'on a lâché des sacrés punchlines. Que des bangers. C'était un plaisir. Et puis j'espère que ça les a fait kiffer. Bah mec, merci pour toi l'invitation. Et puis je suis toujours admiratif des gens qui vont à la recherche des autres créateurs. Tu viens de nous donner un temps, un support de parole. T'as tout mon respect, mec. Mehdi Maizi du design. Allez, c'est parti. Bravo. Elle était pas située. Attends. On peut. Non. Oh. Non. Bon, on s'en contente. Bon. Ça va être des gens, des fois, c'est les corps, ça matche pas. Mais voilà.